Peut-être, Eric Orsena, vous pouvez rebondir sur cette question dite de la malédiction des matières premières. Voilà, malédiction, bénédiction, comment allier démocratie et matières premières, ressources des matières premières? Voilà une question simple. Ce qui m'a frappé en ayant, oui, travaillé sur la question de la démocratie et la question du droit, je rebondirai immédiatement sur ce que dit Ibrahima. La question de la démocratie est loin d'épuiser l'ensemble des questions de droit. Et à la limite, la démocratie, c'est bien, j'ai rien contre la démocratie, mais si la démocratie, c'est des partis divers, au fond, c'est peut-être moins important pour le développement qu'un droit des affaires, et moins important pour la qualité de vie des gens, justement, qu'un droit des gens. Et qu'on s'est satisfait très très vite d'une sorte de vitrine de démocratie, et on n'a pas continué. Et quand il y a une indépendance de la magistrature, des questions d'investissement, moi je discute avec des amis africains et ils me disent mais pourquoi tu n'investis pas plus en Afrique dans le monde privé? Je dis parce que si j'ai un contentieux, comme je ne serai pas le cousin du juge, je perds. Et donc, c'est pas toujours vrai, mais enfin, c'est souvent assez vrai. Donc, cette question-là, elle est essentielle sur la question du droit. Et l'extension, vous savez, du domaine de la lutte, c'est l'extension du domaine du droit. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, c'est l'extension de la fonction d'entrepreneur. Si les seuls entrepreneurs de l'économie officielle sont les ministres, c'est pas bon pour le développement. Parce que ça veut dire qu'ils ont toutes les possibilités pour le faire. Donc il se trouve une nouvelle génération d'entrepreneurs qui se développe beaucoup et c'est un des éléments de moteur. Et un peu comme en Grèce, on se développe vraiment, enfin c'est pas le cas encore en Grèce, on se développe vraiment que si on passe de l'économie informelle à l'économie plus officielle, pour une raison simple, et là je parle sous le contrôle de Jean-Michel, c'est que quand on passe dans l'officiel, on peut avoir des taxes. Si on peut des taxes, il y a l'État. Et moi, je ne sais pas parce que j'ai été longtemps conseiller d'État, mais on se rend compte quand même en Afrique, comme partout dans le monde, mais en Afrique, que s'il n'y a pas un État minimum, il n'y a pas de développement. Et que ces questions-là aussi sont absolument centrales. Alors je finirai sur les matières premières. Si vous prenez le nord de l'Afrique, d'ailleurs j'en profite pour dire que l'Afrique c'est infiniment divers et que s'il y a 50 pays d'Afrique, on ne peut pas avoir ces généralités-là. Il y a des traits communs, mais enfin c'est complètement différent. Et regardez un peu ce qui se passe sur les 3 pays du Maghreb qu'on connaît le mieux. Le revenu, enfin la qualité de vie des gens est quasiment inversement proportionnelle aux matières premières dont les pays disposent. Et que ceux qui n'ont pas de matières premières, les Tunisiens, s'en tirent le mieux. Et d'une certaine manière, les Marocains qui ont un tout petit peu de matières premières avec les phosphates s'en tirent. Bon, c'est très inégal, etc. Mais il y a un peu plus de développement et de dynamisme économique. Et puis ceux qui ont le plus de matières premières, évidemment, le gaz, le pétrole, etc., c'est pas évident qu'ils s'en tirent si bien que ça. Donc j'ai peur, moi, que le développement soit porté par le boom des matières premières et que, comme d'habitude, les élites soient plus riches et que les peuples touchent rien du tout et qu'il n'y ait pas une accumulation qui servent véritablement à un développement économique. Et ça, c'est pas seulement parce qu'il y a des Chinois, mais quand il y a des filières françaises qui ont été extrêmement réactivées depuis quelque temps, avec le conseiller spécial du président qui est M. Bourgi, je ne suis pas extrêmement optimiste sur la diffusion des richesses liées aux matières premières.
qui a organisé l'élection présidentielle au Gabon, et Dieu sait s'il y a des matières premières, eh bien, on peut dire que le dit M. Bourgi a joué son rôle. Donc, je suis d'accord avec tous ces mouvements, je suis d'accord avec le développement de l'entrepreneuriat, je suis d'accord avec ce besoin énorme de matières premières qu'il y aura. On ne se rend pas compte quels seront les besoins de matières premières dans les 4-5 années. Pour l'instant, il y a un petit creux. Mais vous savez, quand on pose la question, il n'y a qu'en Europe il y a une crise. Partout ailleurs, c'est 4, 5, 6, 10%. Donc, besoin de matières premières, besoin de terre. Comment, moi c'est mon obsession depuis un bon bout de temps, comment on change le besoin de matières premières en développement des nations. Et c'est tellement mon obsession que ça sera le thème de mon prochain livre qui s'annonce passionnant. Ouais. Merci pour cette page d'autopromotion. Là, mais oui, non, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Là, vous en avez dit trop ou pas assez sur le lien avec la démocratie. Bon, on a fait référence tout à l'heure au discours de La Baule. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans? Quelle est la responsabilité des pays européens, de la France en particulier? Vous avez sûrement suivi ça d'une manière toute particulière. Comment vous analysez ce qui s'est passé depuis 20 ans? Et est-ce que l'impression qu'on a aujourd'hui d'une espèce de délitement, en tout cas dans un certain nombre de pays francophones, c'est un phénomène passager ou quelque chose de plus inquiétant? Écoutez, en étant caricatural, mais pas tant que ça, les responsables africains ont bien compris que pour avoir des subventions ou des prêts, il faut faire de l'ajustement structurel et de la démocratie. Donc quand on fait les deux, ça marche bien. Donc, juste de la façade. Voilà, donc on fait un peu de façade. Donc c'est vrai que ça a amélioré les choses. Mais je dirais, est-ce que ça a amélioré les choses Et ce que disait Ibrahima, revenez à ce que dit Ibrahima dans la vie des gens concrètement. Dans la vie des gens de tous les jours, dans les commissariats, dans les choses comme ça. Bon, ça a amélioré, bon, très bien, mais je voudrais vraiment qu'on lie la démocratie, qui est au fond assez facile à faire, on s'arrange, tout ça, etc., c'est pas trop compliqué, avec vraiment un droit des affaires. Et moi, quand on a fait le livre sur Besoin d'Afrique, c'était vraiment ça. C'est-à-dire un vrai droit des affaires. Pourquoi je suis obsédé sur le droit des affaires? C'est que si vous n'avez pas un droit des affaires, vous n'avez pas d'investissement privé. Donc parce que vous n'avez aucune chance, encore une fois. Donc cette question-là est absolument centrale. Donc, et le retrait quand même de la démocratie depuis quelque temps, c'est-à-dire que au fond, c'est mieux quand c'est le fils qui prend le pouvoir. Alors, on habille ça comme des élections, mais enfin, c'est le fils quand même qui passe là. Ça m'inquiète, mais ça m'inquiète moins que le fait que le fils, même s'il n'est pas encore le remplaçant, ait en charge tous les ministères qui sont capables de drainer du pognon. Je parle du Sénégal. Et dernière chose, si on peut dire, sur la France... J'en ai pas encore dit assez. Non, je veux dire, est-ce que non, la France... Ce que je veux dire, c'est que je crois à cet élan. Je crois à cet élan, je crois à l'urbanisation, je crois à cette créativité énorme, je vois cet élan un peu partout. J'espère que ce suicide régional de la Côte d'Ivoire finira quand même par arrêter. Imaginez ce que c'est l'Allemagne immobile. Alors on dirait, il y a une crise. Bah oui, parce que l'Allemagne sera immobile en Europe. Donc imaginez, c'est quand même ça. Donc on peut imaginer. Je crois vraiment à cet élan, je le vois partout, partout. Simplement vigilance sur l'ensemble des questions de droit et puis sur les matières premières qui partout. Pourquoi c'est ça? Parce que les matières premières, c'est un concentré de richesse par définition. Donc le fric, il est concentré. Donc c'est facile de le piquer.
Voilà. Alors que si vous avez une croissance dans différents secteurs, vous pouvez évidemment bien moins contrôler l'argent. C'est ça la malédiction des matières premières, c'est la concentration des richesses dans un certain endroit. Donc voilà, donc comment, et vous voyez bien les pays pétroliers, quels sont ceux qui transforment la rente en développement? Il y en a, il y a des exemples dans les pays pétroliers, mais il y a aussi plein d'autres qui n'en font rien. Donc c'est vraiment une question, me semble, clé. Et alors, ça c'est pour les matières premières dites traditionnelles, et on va voir ce qui va se passer dans le domaine agricole. Alors je suis évidemment d'accord avec ce que dit Jean-Michel. Il faut bien se rendre compte que très vite, on va être déficitaire en terres arables. Hein? Il faut savoir que, ne serait-ce qu'en France, tous les 10 ans, on perd un département de surface agricole utile, du fait de l'érosion et surtout de l'urbanisation. Donc, déjà, l'Asie est déficitaire. Alors, je ne vous dis pas ce qui passe s'il y a une modification des régimes alimentaires. Donc, il va y avoir une demande de terre, mais est-ce que ça sera une demande de terre pour faire des palmiers à huile? Est-ce que ça sera un mode genre Madagascar ou est-ce que ça sera différent? Donc, c'est ce genre de questions. Donc, un énorme élan, toutes les capacités possibles et des risques de confiscation. Alors, un énorme besoin de terre avec une démographie extrêmement dynamique. Hein. Vous rappelez les chiffres, 1 milliard d'habitants aujourd'hui, 1,8 à l'horizon 2050, beaucoup plus, 25% je crois que la Chine à cette époque-là. Vous présentez la démographie comme un des atouts du développement. Est-ce que c'est pas aussi un formidable obstacle et en même temps une sorte de tabou dans les débats africains? C'est-à-dire quelque chose que, en tout cas, les Blancs hésitent à aborder parce que voilà, c'est quelque chose de compliqué. Pour traiter la démographie, d'abord, tout le monde n'est pas timide hein, dans le monde occidental pour traiter ces questions de démographie. Je rappellerai que les Américains en ont fait l'axe essentiel de leur politique de coopération. À peu près 40% de l'aide américaine consacrée à travers l'USAID à l'Afrique est consacrée soit à la santé maternelle, mais avec un but de gestion de natalité, soit à la politique de natalité, à la prévention des naissances, etc. Donc il y a des acteurs qui y vont franco, hein, pour qui c'est d'ailleurs affiché, clair. Et je rappellerai que d'ailleurs il y a des décisions du Congrès américain qui encadrent très fortement cette politique de contrôle des naissances gérée par les actions de l'aide au développement américaine. Alors, la croissance démographique, elle a des aspects positifs, encore une fois, surtout quand on arrive dans ces périodes de dividendes démographiques, mais bien entendu, elle a ses contreparties également et ses risques. Et parmi les risques du cheminement africain, qui peuvent tempérer ou nuancer les propos positifs qu'on peut avoir, il y en a au moins 2 qui sont liés à la démographie. Le premier, c'est la question de la pénurie de ressources naturelles. Alors là, je ne pense pas tellement aux ressources minières, mais plutôt à la question des sols, de l'eau. La perte de sol est rapide et dramatique en Afrique. Elle est due au phénomène d'urbanisation que nous connaissons, que nous avons connu nous-mêmes, au mitage des paysages, etc. Elle est due aussi tout simplement à des modes d'exploitation qui sont non soutenables. Et une des questions les plus importantes que les Africains vont avoir à traiter dans ces 50 années qui sont devant nous, c'est les modes d'occupation du sol et les questions de soutenabilité agricole. Il y a un économiste agricole français qui s'appelle Michel Griffon qui a un mot pour ça. Il dit qu'il faut que le monde, mais en particulier l'Afrique, crée une révolution doublement verte hein, pour arriver à tirer bénéfice de la situation. Il faudra à la fois avoir une agriculture productive et une agriculture soutenable du point de vue de l'usage des sols et de leurs externalités. Et puis il y a un deuxième sujet qui va être extraordinairement important et que les Africains vont devoir à traiter, peut-être encore plus difficile à traiter que le premier, et qui va être les mouvements migratoires liés au processus de peuplement. La combinaison de l'extension démographique
des changements climatiques qui vont intervenir sur le continent africain, qui sont liés au réchauffement global de la planète ou à des phénomènes locaux climatiques qui vont exister, vont générer des mouvements de population massifs. Alors il y a des scénarios caricaturaux. Si vous prenez le Niger, c'est un pays qui a à peu près une quinzaine de millions d'habitants aujourd'hui. Il faut imaginer le Niger avec sur le croît démographique. C'est un pays dont la démographie est la plus rapide aussi aujourd'hui sur le continent africain. C'est un pays qui aura, si les choses continuent comme elles se font actuellement, et en fait c'est déjà enraciné, à peu près une quarantaine de millions d'habitants en 2050. Il n'y a pas 40 millions d'habitants, il ne va pas rester 40 millions d'habitants au Niger en 2050. L'essentiel de ces habitants, ils vont partir. Ils vont partir. Et alors, une petite écume partira vers le nord. Mais donc, on est à l'aube de ce côté-là des migrations africaines vers l'Europe et vers le Maghreb, qui va changer de statut, qui est déjà devenu un pays importateur de main-d'œuvre, un pays d'immigration, et pas simplement un pays d'immigration, et dans lequel cette tendance va s'accroître. Mais l'essentiel de ce surcroît démographique, il va partir au sud. Il va partir vers les grandes villes côtières. C'est lui qui génère et qui va générer ce flux d'urbanisation d'à peu près 10% par an. Pensons, j'étais il y a quelques semaines dans une ville à Cotonou. Cotonou, c'était 30 000 habitants aux indépendances, c'est 1 500 000 habitants aujourd'hui, et c'est une ville qui gagne à peu près 150 000 habitants par an, à la fois par le croît de la ville elle-même et par la migration des populations nigériennes, maliennes, burkinabées qui descendent sur la côte. Il y a la question des migrations intérieures liées à l'exode rural, etc., donc au développement de l'agriculture, mais il y a la question que vous avez abordée au début avec les États-Unis des politiques natalistes ou du contrôle des naissances. Quel est le pays africain qui se préoccupe vraiment, même qui débat de cette question-là? Je ne parle même pas d'une politique. Moi, j'en connais pas. Non, alors bon, mes collègues africains sont mieux placés peut-être pour répondre à cette question, mais aujourd'hui, il n'y a pas de pays africain qui ait une politique nataliste ou de contrôle des naissances affichée. Et c'est vrai que le phénomène du peuplement n'est d'ailleurs non seulement pas abordé dans les politiques domestiques, mais on ne le voit pas abordé au niveau régional. Or, pourtant, la gestion des migrations, c'est le premier sujet de collaboration régionale qui s'impose. Quand les pays côtiers, par exemple, vont voir une partie importante de leur population composée de ces migrants, c'est bien un phénomène qu'il va falloir réguler et gérer dans un espace régional. Prenons la France. Si la France d'aujourd'hui avait connu, par exemple, les mêmes évolutions que la Côte d'Ivoire, entre 1950 et aujourd'hui, date des indépendances, 50 ans. Nous avions à peu près 50 millions d'habitants en 1950. Nous aurions aujourd'hui 240 millions d'habitants et il y aurait 60 millions d'immigrés. Donc imaginons notre propre pays connaissant cette transformation gigantesque. Est-ce que nous aurions aujourd'hui une démocratie en France? Est-ce que nous aurions une guerre civile? Comment aurions-nous bougé? Je ne sais pas. Enfin, personne d'entre nous ne peut simplement imaginer ce que ça représente. Donc ce phénomène migratoire, il n'est pas étonnant, et puis je vais m'en arrêter là, il n'est pas étonnant qu'il génère de la conflictualité. D'une certaine manière, on peut se demander comment il se fait que nous n'ayons eu, entre guillemets, que la Côte d'Ivoire, que le Kenya, que quelques programmes, parce que ces programmes ont existé, ils existent, quand on imagine la gigantesque pression que représente la compétition pour l'accès au sol. Alors, il y a une compétition urbaine, qui est liée au processus d'accumulation de population, et puis il y a une compétition foncière rurale qui est encore plus importante, et qui est source de tensions partout sur le continent. Et bien entendu, le brasier, les braises s'enflamment au moindre souffle. Et le souffle, il peut venir de n'importe où, de n'importe quelle cause. Elles sont aléatoires, n'ont pas d'importance. Donc ça, ce phénomène, il est source de conflictualité. Il va le demeurer. Et même cette source de conflictualité, elle va s'accroître. Un petit mot sur la conflictualité, d'ailleurs, si j'ai la possibilité de le faire. Cette conflictualité a baissé depuis 1960. En fait, je parle devant Alain Leroy, qui est un grand spécialiste de ça dans l'univers aujourd'hui. La guerre froide a été un moment
de conflits très vifs sur le plan local, parce que tout simplement les grandes puissances, les deux camps se sont menés conflit par le biais de guerres locales. Cette conflictualité a baissé brutalement à partir de 1990 et on pouvait avoir comme espoir qu'elle reste basse. Personnellement, j'ai un regard plus pessimiste là-dessus. Je crois que les causes purement locales liées à ces conflits fonciers urbains ou ruraux vont au contraire souffler sur les braises. Mais ça ne veut pas dire que forcément ce mouvement de conflictualité va annihiler ou empêcher une croissance économique globale sur le territoire. On peut très bien avoir 7-8% de croissance économique en moyenne sur le continent africain de manière continue, et systématiquement 3, 4, 5, 6 pays en crise grave, sanglante, violente simultanément.